Environ 1500 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont quitté Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, et ont été ramenées à Baga, leur ville d'origine, sur les rives du lac Tchad, dans un convoi d'une trentaine de bus, escortés par des militaires. Le gouvernement du Borno est déterminé à renvoyer toutes les personnes déplacées par l'insurrection dans leur foyer et à fermer tous les camps de déplacés, a déclaré un responsable du rapatriement sous couvert d'anonymat. Les populations déplacées par le conflit attendent en général de pouvoir rentrer chez elles après des années passées dans des camps insalubres, sans eau potable et avec peu de distribution alimentaire. Je suis déterminé à rentrer chez moi avec l'espoir que les choses vont bien se passer et que le gouvernement fournira la sécurité qu'il a promis, a rapporté une veuve de 6 enfants. Mais les problèmes de sécurité restent extrêmement importants, notamment sur les pourtours du lac Tchad, où s'est retranché le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ISWAP, branche de Boko Haram affiliée à l'EI depuis 2016. Le gouverneur du Borno assure par ailleurs qu'accueillir et nourrir les 1,6 million de déplacés qui se sont réfugiés à Maïdougouri est tout simplement impossible pour des raisons financières et sanitaires, et cela crée énormément de tensions avec les populations locales. Fin septembre, des combattants d'ISWAP ont mené une embuscade sur le convoi du gouverneur lors d'une précédente mission de rapatriement de civils à Baga, faisant au moins 30 morts parmi les membres de sa sécurité et les déplacés. C'était la 3e embuscade menée contre lui depuis son arrivée au pouvoir l'année dernière. Cette rouverture est assortie de mesures comme le port obligatoire de masque dans la chaloupe qui transporte et ramène les visiteurs, mais aussi sur l'île, y compris à l'extérieur selon la mairie. Elle sera progressive à raison de 8 navettes de chaloupe par jour au lieu de 12 précédemment, a précisé la municipalité. Gorée, à quelques kilomètres au large de la capitale sénégalaise, était fermée aux visiteurs depuis le premier cas de contamination déclaré au Sénégal le 2 mars. Seuls ces quelques 2000 habitants étaient autorisés à prendre les bateaux qui desservent l'île et assurent son approvisionnement. C'est quand même un peu flippant de venir regarder un endroit après une pandémie pareille. Donc c'est beau quand même. En tout cas, moi quand même j'apprécie, malgré que l'ambiance n'est pas comme je suis venu il y a 9 mois. On a beaucoup souffert, il n'y a pas de travail. Et ici c'est le lieu touristique pour les gens qui viennent ici. On ne travaille plus, ma mère elle est touristique. Elle vend des colliers depuis lors. On a fermé l'île de Gorée. Mais Dieu merci. Que l'île, dans sa globalité, soit restée 7 mois sans fermer. Que moi, je reste 7 mois sans travail. En plus de payer mon personnel pendant 7 mois. Vous voyez. Donc, c'est une période sombre pour un investisseur. Lieu de mémoire inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO comme symbole de l'exploitation humaine, mais aussi site pittoresque de l'Atlantique, Gorée, d'où sont partis pendant plusieurs siècles des esclaves africains vers les Amériques, attire habituellement des foules de visiteurs. Nombre d'habitants de Gorée travaillent sur le continent, d'autres gagnent leur vie sur place, essentiellement du tourisme et de ses dérivés. Cyril Ramaphosa a laissé passer le week-end pour s'exprimer après cette montée de tension tout au long de la semaine dernière. La séquence avait culminé vendredi avec une accusation de terrorisme portée contre le meneur présumé d'une manifestation de fermiers blancs qui avait mis le feu à une voiture de police devant le tribunal où étaient entendus les suspects noirs du meurtre d'un fermier blanc. Dans la foulée de cette accusation, des voix, notamment dans l'opposition blanche, s'étaient indignées que le fermier blanc soit ainsi traité, accusant à leur tour la justice de biais racial. Il serait naïf de partir du principe que les relations raciales dans les zones rurales sont harmonieuses depuis l'avènement de la démocratie, écrit le président Cyril Ramaphosa dans un communiqué publié par la présidence. Mais si nous n'abordons pas cette question de façon ouverte et honnête, elle restera une plaie purulente qui menace la cohésion sociale. Juste-il, ce qui s'est passé à Sénégal montre à quel point le brasier de la haine raciale peut facilement être allumé, poursuit le président. Nous devons résister à toute tentative d'utiliser les crimes dans les fermes pour mobiliser des communautés selon les lignes raciales, plaide encore Cyril Ramaphosa.
Le président a rappelé que, dans un contexte de forte criminalité affectant le pays, la majorité des victimes de crimes violents restent noires et pauvres. Mais les manifestations à Sénégal, dans la foulée du meurtre de Brandine Horn, montrent que nous ne sommes pas débarrassés des divisions et des méfiances du passé, insiste le président. Ces derniers mois ont été émaillés de nombreuses manifestations pour dénoncer une augmentation des agressions et des meurtres, principalement contre des Blancs, dans les zones rurales. Les corps d'une femme et d'un bébé avaient été retrouvés dès ce dimanche au large de la Tunisie, tandis que 7 personnes, 5 hommes et 2 femmes avaient été secourus. Selon les témoignages des survivants rapportés par les autorités, environ 25 migrants originaires d'Afrique subsaharienne, dont des femmes et un bébé, se trouvaient à bord de cette embarcation à destination de l'Italie. 9 autres corps ont été retrouvés ce dimanche soir, a indiqué le porte-parole de la garde nationale, sans pouvoir préciser leur identité ni le lieu de départ de l'embarcation. Des unités de la garde maritime poursuivent leurs recherches au large du pays pour retrouver d'autres migrants morts ou vivants, a-t-il ajouté. Après un pic des départs de Tunisie en 2011 suivi d'une forte chute, les tentatives d'émigration illégale augmentent à nouveau depuis 2017, le pays étant secoué par l'instabilité politique et durement frappé par la pandémie de nouveau coronavirus qui a entraîné une flambée du chômage. Le ministère de l'Intérieur a annoncé ce dimanche avoir empêché dans la nuit de samedi à dimanche 32 traversées clandestines et arrêté 262 personnes âgées de 15 à 44 ans, dont de ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne. Au péril de leur vie, des milliers de migrants, notamment des Maghrébins et des subsahariens, tentent régulièrement la traversée de la Méditerranée sur des embarcations clandestines, essayant de rejoindre l'Europe où ils espèrent trouver du travail et des perspectives. Ce mardi vers 3h du matin, les autorités locales ont appliqué une décision de destruction d'un point de vente de journaux et de tabac illégal dans un quartier de Spetla, dans la région marginalisée de Kasraïna. Et c'est lors de l'opération qu'Abderrazek Kachnaoui, le père du propriétaire de ce petit commerce qui dormait dans la construction de fortune, est décédé. Ce décès a provoqué la colère de dizaines d'habitants qui ont fermé des routes de la ville et incendié une voiture de la municipalité tôt ce mardi. De nouvelles protestations ont éclaté lors de l'enterrement de ce quinquagénaire dans l'après-midi, selon des vidéos circulant sur les réseaux sociaux. Que Dieu ait pitié de l'âme d'Abderrazek Kachnaoui. Il est mort dans ces conditions. On ne sait pas qui est responsable. Est-ce que l'enquête donnera quelque chose? Il y a déjà eu beaucoup d'affaires comme celle-ci à Tunis. Des gens meurent dans ces conditions, mais après, il n'y a rien. On retrouve le dossier fermé. On espère que les autorités vont ouvrir une enquête. Dans un communiqué, la présidence du gouvernement a apporté son soutien à la famille de la victime et annoncé l'ouverture d'une enquête. Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a limogé le préfet et le sous-préfet de la région, ainsi que le chef du district sécuritaire et le chef du poste de police municipale de Spetla, ajoute le communiqué. Ils sont des milliers à descendre dans les rues ce dimanche en hommage à Samuel Paty. L'enseignant d'histoire et géographie a été poignardé puis décapité par un individu vendredi dernier près du collège où il donnait des cours. Son tort, c'est d'avoir montré des caricatures de Mahomet pendant un de ses cours. Sylla Sagnan, qui a revendiqué le meurtre dans un message, dit avoir assassiné Samuel Paty au nom de la défense de l'islam. Pour les Français, c'est un attentat à la liberté d'expression. Sur différentes pancartes qu'il portait dans les rues de France, les manifestants l'ont dénoncé à Paris comme dans plusieurs villes du pays. Non au totalitarisme de la pensée. Je suis prof. Ou encore, ma religion, c'est à la maison, peut-on lire sur les pancartes. Un hommage national sera rendu mercredi en coordination avec la famille de l'enseignant assassiné, a annoncé l'Élysée, sans en préciser le lieu. Les enquêteurs poursuivent de leur côté leur investigation pour remonter le fil des responsabilités et des éventuelles complicités dans l'attentat. 11 personnes ont été déjà placées en garde à vue pour la suite des enquêtes. L'assaillant, qui a été neutralisé dans une commune voisine quelques heures après le crime, a été identifié comme Abdullah Anzorov,
un Russe tchétchène de 18 ans né à Moscou et réfugié en France avec sa famille. Dans sa ville d'Évreux, ses voisins décrivent un jeune homme discret, plongé dans la religion depuis 3 ans. Il n'était toutefois pas fiché pour radicalisation par les services de renseignement. Les images sont encore vives dans leur tête. Et pour que cessent des actes du genre contre les policiers, ils ont choisi de donner de la voix ce lundi matin. Cible d'exercice de tir, drapeau de syndicats, différents supports, mais un seul et même message. Non à la haine anti-flic. C'est ce qu'on nous déclare au ministre. Attention, les fonctionnaires de police sont de bons fonctionnaires, motivés, il faut les entendre. Aujourd'hui, on est nombreux, on est fatigués. La haine anti-flic, c'est juste un truc qui n'est pas concevable pour l'Alliance Police Nationale. Donc on va se battre, on va continuer à le faire. À la veille de ce rassemblement, le ministre de l'Intérieur s'était lui-même rendu dans les locaux du commissariat attaqué. Sur le soutien et la protection à accorder aux policiers, Jean Castex se veut rassurant. Le président de la République recevra les organisations syndicales jeudi matin à 8h30 pour voir avec eux, d'abord pour les écouter, redire le soutien plein et entier du gouvernement, du président de la République, bien sûr lui-même, aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers, mais singulièrement aux organisations syndicales, et voir comment, avec ces syndicats, nous pouvons trouver les moyens pour que, très rapidement, le président de la République puisse arbitrer un certain nombre de mesures qui protègent encore plus les policiers, puisque les policiers, c'est la République, et la République, c'est les policiers. L'attaque samedi soir du commissariat de Champigny par une quarantaine d'hommes à tir de mortier d'artifice n'a fait que des dégâts matériels. La gravité de l'acte a déclenché de vives réactions, aussi bien dans le rang des hommes en uniforme que dans le rang des politiques.